Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur ce module consacré à bien négocier ou renégocier votre salaire. Je suis PDG et je suis heureux de vous recevoir. Sans plus tarder, nous verrons dans ce module 3 éléments clés pour négocier ou renégocier son salaire. Le premier élément sont les déclencheurs de la négociation. Les deuxièmes éléments sont lever les obstacles à la négociation. Et le troisième élément va consister à vous donner des éléments de stratégie de négociation ou de renégociation de votre salaire. Les déclencheurs de négociation. Comme on le sait, le salaire est l'une des composantes les plus importantes du contrat de travail. Être mal payé est l'une des causes principales de frustration et de stress des employés. De nombreuses démissions sont motivées par l'inadéquation entre salaire et travail rendu. L'employeur est souvent blâmé quand en réalité l'employé a aussi sa part de responsabilité. Les études ont montré que 95% des employés n'osent pas ou ne savent pas négocier ou renégocier leur salaire. Ici, nous allons voir quels éléments vous pouvez considérer pour déclencher une négociation de salaire. Bien sûr, à l'embauche. Ensuite, nous verrons en cours de contrat et lorsque les termes de votre contrat sont modifiés. Allons-y tout de suite à la négociation de salaire à l'embauche. Négocier son salaire à l'embauche exige premièrement de faire attention à votre prétention salariale. Trop souvent, nous agissons lorsque nous sommes en train d'être recrutés comme si nous étions des novices, comme si nous étions des enfants. Parce que souvent, on est tellement content d'avoir une nouvelle proposition qu'on n'hésite pas à sauter sans faire attention. Ne pas négocier son salaire à l'embauche est l'erreur classique. Même si le salaire proposé vous paraît largement satisfaisant, je vous conseille de toujours tenter de négocier à la hausse. Ne donnez par exemple pas votre ancien salaire, sinon le recruteur aura un avantage de négociation sur vous. Pour éviter de lui donner votre ancien salaire, dites-lui simplement que c'est une information confidentielle, ce qui est le cas par rapport à votre contrat de travail en cours. Ensuite, si c'est la situation, faites-lui remarquer que votre ancien salaire n'est pas approprié dans le cas d'espèce parce que la tâche ou la fonction pour laquelle vous postulez est totalement différente. Donc, c'est de faire attention à votre prétention salariale. La deuxième chose qu'il faut faire lorsqu'on négocie son salaire à l'embauche, il faut, comme je le disais tout à l'heure, oser une contre-proposition. J'aime bien cette image de James Bond, confiant sur lui-même, qui sait qu'il est capable d'obtenir ce qu'il vaut vraiment. Oser la contre-proposition, comment et dans quel cadre? Imaginez qu'on vous fasse une offre qui soit déjà intéressante. Sachez toutefois que le recruteur ou l'employeur se réserve toujours une marge de négociation qui peut aller de 10, 20, voire 30, 50%. Cela va dépendre si vous êtes un profil très recherché, s'il y a longtemps que l'offre est sur le marché. Donc, regardez tous ces éléments pour oser une contre-proposition. Oser une contre-proposition. Ce ne sera pas une raison pour ne pas qu'il vous embauche. C'est une négociation et chacun y va de ce qu'il peut. Une fois que la contre-proposition est faite, il y a une erreur qu'il faut éviter. Ne vous consacrez pas ou focalisez pas seulement et uniquement sur le salaire principal sur le salaire principal. Il y a ce qu'on appelle les avantages en nature. Et oui, les avantages en nature. Je ne suis pas sûr si vous allez avoir comme avantage en nature cette Lamborghini. Peut-être que si vous êtes commercial sur une Lamborghini, ça peut faire partie de vos avantages en nature. Mais généralement, bien entendu, les voitures, une voiture de fonction, un logement de fonction, des frais de téléphone, un abonnement à la gym, ou si vous avez des enfants, à la garderie et jusqu'aux places de parking dans certaines villes, un abonnement à un club, une assurance retraite, des stock options qui vous donnent droit à une part des actions de l'entreprise, bien sûr dans le cadre d'un programme de fidélité, une assurance vie par exemple, sont des avantages en nature que vous pouvez aisément considérer. Dans certains pays, cela inclut même des denrées alimentaires. Je me souviens qu'au Niger, il y avait dans le package des employés
un certain nombre de denrées alimentaires, notamment le riz, l'huile et d'autres éléments. C'est lié à la culture, c'est lié aux circonstances du marché. Au Nigeria, par exemple, il ne serait pas déplacé de négocier un groupe électrogène et le coût du carburant pour faire tourner le groupe électrogène parce que dans certaines zones, il y a une déficience de couverture en électricité. Renseignez-vous donc bien sur les avantages de nature déjà disponibles au sein de l'entreprise ou rendus nécessaires par votre nouvel environnement ou votre nouveau contrat de travail. On ne va pas s'arrêter là sur négocier au moment de l'embauche. Au moment de l'embauche, il y a également un élément à prendre en compte qui est ce qu'on appelle le bonus de signature. Le bonus de signature, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un montant que vous demandez à votre futur employeur pour compenser des pertes que vous aurez à subir parce que vous quittez votre emploi actuel. Encore une fois, ça va dépendre du niveau de votre profil, de la rareté de votre profil. C'est des bonus qu'on offre généralement au poste de cadre et de directeur. Comment discuter de ces bonus, de ce bonus de signature? Eh bien, comme je le dis, vous pouvez dire, par exemple, lorsque je vais démissionner, je vais perdre moi-même mon propre bonus. C'est-à-dire qu'avec votre employeur actuel, vous n'aurez plus droit au bonus. Et ça, le futur employeur devrait pouvoir le considérer. Vous pouvez perdre une part de stock option. Imaginez que ce soit à chaque 3 ans que vous recevez vos stock options et vous démissionnez à la 2e année, à l'avant-dernier mois, par exemple. Et donc, cette perte sèche, vous pouvez en parler avec votre nouvel employeur pour qu'il en tienne compte. Ensuite, il y a la reprise de certains droits. La reprise de certains droits, par exemple, si vous êtes obligé de racheter votre préavis, ça peut faire partie d'un élément à prendre en compte dans votre welcome bonus, comme on le dit en anglais, ou votre bonus de signature, afin que cela ne pèse pas sur vous d'un point de vue financier. Voici les éléments clés à prendre en compte lorsque vous êtes dans une négociation à l'embauche. Continuons l'aventure. Que faire lorsqu'on est dans une négociation de contrat en cours d'exécution? Ça veut dire que vous n'êtes plus à l'embauche, vous avez été employé, le contrat est en cours d'exécution. Eh bien, il y a plusieurs éléments qui peuvent être des déclencheurs de négociation. La première chose, c'est la renégociation liée au poste. Il se peut que vous ayez été recruté à un niveau, à un grade qui, après avoir exercé l'activité, vous vous rendez compte ne correspond pas au contenu du poste. Ça veut dire que le poste lui-même peut être un poste de manager, mais vous avez été recruté à un poste d'assistant. Alors, ce qu'il faut faire, au lieu d'aller voir l'employeur pour lui dire « je mérite personnellement une augmentation pour ce que je fais », il s'agit d'aller le voir et lui dire « le poste auquel je suis mérite d'être réévalué parce qu'à regarder les critères du poste, et pour ça, il faut faire votre étude, regarder quels sont les autres postes dans l'activité, regarder quels sont les autres postes dans l'industrie et démontrer que, au regard des critères du poste, ça devrait être un poste qui est grade 1, 2, 3, ou ça devrait être un poste de 4, etc. Alors, vous envoyez l'employeur à faire une réévaluation de poste, et c'est cette réévaluation de poste qui va entraîner une réévaluation de la rémunération, bien entendu. Si un poste est mis à un grade supérieur, ça viendra avec une rémunération au grade supérieur, et bingo, vous vous retrouvez être la personne qui a dans le poste en ce moment précis et à bénéficier de cette réévaluation et à pouvoir faire le réalignement. Ça, c'est un déclencheur. Donc, posez-vous la question, est-ce que mon poste est bien évalué? L'autre élément, c'est bien entendu des situations personnelles. Il se trouve que des situations personnelles peuvent conduire à déclencher la négociation. Quel type de situation personnelle nous pouvons voir? Par exemple, vous occupez un poste identique à celui d'un ou de plusieurs de vos collègues, mais il se trouve que vous êtes payé de façon bien inférieure. C'est un argument pour renégocier le poste si, bien entendu, vous faites les mêmes tâches. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une discrimination à ce sujet-là. Et un clin d'œil aux femmes qui généralement sont discriminées dans ces circonstances dans le lieu de travail. Ne laissez pas passer l'occasion de renégocier
sur la base d'une situation personnelle. D'autres types de situations personnelles qui existent, c'est peut-être qu'on vous a promis au moment de l'embauche une révision de votre salaire. On le sait tous, l'employeur peut dire, écoutez, pour l'instant, rejoignez-moi, mais je vous promets que dans 1 an, on va revoir votre salaire et vous mettre à niveau parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le budget pour. Vous acceptez ce deal, vous rentrez dans l'activité, eh bien, n'hésitez pas à suivre cette promesse de prêt. Voici un cas également de renégociation lié à votre situation personnelle. Le troisième cas de renégociation en cours de contrat, ce sont les renégociations liées aux circonstances extérieures. Il peut s'agir de l'inflation, il peut s'agir même d'une position générale de votre entreprise sur le marché. Ce sont généralement des négociations qui ont lieu en groupe, puisque comme vous le voyez, les circonstances sont extérieures, donc elles impactent généralement un groupe d'employés. Et donc, ces groupes-là sont soit des syndicats ou des groupes similaires. Voici des cas où, au cours du contrat, on peut déclencher une négociation ou renégociation de salaire. L'autre élément, et le troisième élément déclencheur de négociation salariale, c'est ce qu'on appelle un changement dans les termes du contrat. Dans le premier cas, qu'est-ce qui le distingue du cas qu'on a vu précédemment? C'est que dans le premier cas, les termes du contrat ne changent pas. Ce sont les circonstances autour du contrat qui changent. Mais dans ce cas-là, les termes du contrat eux-mêmes changent. Et le premier changement de termes de contrat qui est très courant, c'est bien entendu un accroissement exceptionnel de tâches. J'aime bien cette image de ce monsieur très serein à qui tout le monde demande des choses. Il a un accroissement exceptionnel de tâches. Il est clair que tout accroissement de tâches ne conduit pas à une révision systématique du salaire. L'accroissement peut être temporaire, limité dans le temps et donc passager. Mais il se peut également que l'accroissement de tâches soit permanent. Prenons le cas d'un employé où ils étaient 2 sur le poste et il y en a un qui démissionne. Et l'entreprise décide de ne plus remplacer le démissionnaire. L'employé restant, fidèle, va se retrouver à couvrir la charge de travail de 2 personnes. C'est un accroissement exceptionnel de tâches qui change les termes du contrat et qui sont un déclencheur de négociation contractuelle. C'est légitime d'aller demander de la négociation. Nous avons le cas de la promotion. Vous changez de rôle, vous êtes promu. Vous passez d'assistant à manager, vous passez de directeur à vice-président, etc. Eh bien, la promotion à un rôle supérieur est également un déclencheur de négociation. C'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, en cas de promotion, les marges de négociation sont assez limitées parce qu'on vous mettra dans un canevas de 10 à 20%. Mais rien n'empêche de négocier ce point-là. L'autre réalité, c'est que souvent, les promotions ne sont pas accompagnées d'augmentation de salaire. Alors, il faut bien regarder, est-ce qu'il s'agit juste d'une extension acceptable de votre périmètre de travail ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'un accroissement significatif de vos tâches? Ce qui nous ramène à notre premier point, accroissement exceptionnel des tâches, j'ai le droit à une négociation. En tout cas, la promotion est un élément déclencheur de la négociation salariale. Ne la négligez pas. Le troisième élément qui est très courant, notamment pour ceux qui partent en expatriation ou qui sont bougés à l'intérieur de leur pays, c'est le changement du lieu d'exercice de votre profession. Renseignez-vous bien sur le coût de la vie et aussi les contraintes financières que ce changement va apporter à votre quotidien. Si vous passez d'un pays à un autre, quel est le coût de la vie dans le pays dans lequel vous allez? Est-ce que vous aurez à payer vos frais pour venir en vacances dans votre pays d'origine? Si la mobilité a lieu à l'intérieur d'un même pays, qui paye les frais de déplacement, de logement, d'hébergement et tous les frais de vie engendrés par cela? Généralement, il en est tenu compte et il est donné à l'employé ce qu'on appelle un cost of living, qui est un surcoût sur son salaire pour lui permettre de s'accommoder
de ce changement. Mais si cela ne vous est pas proposé, n'hésitez pas à le demander. Voilà, cher ami, la première partie de cette vidéo qui a porté sur les déclencheurs de la négociation et qui en même temps nous a donné les tips pour savoir comment se positionner et comment réagir dans les 3 cas de déclencheurs. Petite pause pub et je vous rappelle que mon ouvrage L'art d'être promu est disponible sur Amazon. Vous pouvez l'y avoir. Pareil comme le premier ouvrage Sommet. L'art d'être promu, c'est la stratégie en 6 étapes où je vous décris comment pouvoir bâtir votre stratégie de promotion et augmenter votre chance d'être promu. Sommet, ce sont 42 conseils de carrière qui couvrent à peu près toutes les situations de vie afin que vous puissiez survivre dans la jungle des multinationales. Restez connectés pour la suite de cette vidéo et pour la partie 2.